Fonctionnement du FN-FAL, inventé par Dieudonné Sève en 1953. Récit d'ingénierie documentaire, 6 parties. Dans un atelier de Herstal, en Belgique, au printemps 1953, Dieudonné Sève se tenait devant un prototype monté sur un banc d'essai. La pièce dégageait une odeur d'huile de maintenance et de résidus de carbone. Autour de lui, des douilles en laiton jonchaient les tables d'acier. Des plans d'ingénierie recouvraient un mur entier, des coupes transversales de systèmes à gaz, d'ensembles de culasses et de ressorts de rappel mesurés au millimètre près. L'équipement devant lui était plus long que la plupart des modèles de son époque, plus lourd que les carabines privilégiées par les forces américaines, et conçu selon un principe qui, selon Sève, survivrait à tous les compromis politiques, l'adaptabilité par l'honnêteté mécanique. Le dispositif possédait une désignation mais pas encore de nom. Les ingénieurs de la FN l'appelaient par des codes de projet. Il utilisait la cartouche OTAN 7,62 51 mm, un calibre choisi non pas pour sa supériorité balistique, mais pour un consensus politique. Sève passa sa main le long du tube de gaz situé au-dessus du canon. Près du guidon, un petit collier muni de crans attira son attention. Il le tourna d'un cran. Le mécanisme interne émit un léger clic. Ce collier, cette interface rotative toute simple, était la réponse à une question que la plupart des concepteurs ne se posaient jamais. Que se passe-t-il lorsque la doctrine change, mais que le matériel reste en service? Les responsables de l'OTAN voulaient une standardisation. Les nations membres voulaient leur souveraineté. Les bureaux d'armement américains privilégiaient leur propre modèle. Les fabricants européens avaient besoin de contrats d'exportation pour survivre. Sève comprenait qu'aucun équipement ne pouvait satisfaire tous les besoins tactiques, mais qu'un modèle configurable pourrait en satisfaire la majorité. L'objet devant lui n'était pas conçu pour une seule armée, mais pour des armées en désaccord les unes avec les autres. Cela signifiait qu'il devait fonctionner par un froid polaire, comme par une chaleur désertique, avec des munitions de surplus ou des charges de précision, après des milliers de cycles ou un entretien minimal. Il devait pardonner les variations. La contradiction était inscrite dans la demande elle-même. Les institutions militaires voulaient un standard universel, mais elles voulaient aussi un contrôle local. Elles voulaient de la fiabilité, mais refusaient d'uniformiser la qualité des munitions. Elles voulaient un outil capable de fonctionner partout, mais formaient leur personnel différemment dans chaque pays. Sève savait qu'en essayant de satisfaire tout le monde, il ne satisferait personne, à moins que le matériel lui-même ne puisse s'adapter. Il tourna de nouveau le collier de gaz. Chaque position modifiait la quantité de gaz de propulsion entrant dans le système opérationnel. Plus de gaz signifiait plus de force pour actionner le mécanisme. Moins de gaz permettait un fonctionnement plus doux. Le dispositif pouvait tout absorber, à condition que l'utilisateur sache comment le régler. Ce n'était pas un compromis. C'était une philosophie. Au lieu d'exiger que le monde se conforme à l'outil, l'outil se conformerait au monde. Si des récits comme celui-ci vous aident à voir comment l'ingénierie a discrètement façonné l'histoire, dites-nous en commentaire ce qui vous a surpris jusqu'ici et restez avec nous pour le prochain chapitre. Dieudonné Sève avait 59 ans en 1953. Il avait passé la majeure partie de sa vie adulte à concevoir des mécanismes dans l'ombre du génie. Dans les années 1920, il travailla aux côtés de John Moses Browning à la FN Herstal, absorbant des leçons qui allaient marquer toute sa carrière. Browning s'éteignit en 1926 dans le bureau de Sève, alors qu'il perfectionnait ce qui allait devenir le Browning High Power. Sève acheva la conception. Il apprit alors que les meilleurs équipements n'étaient pas les plus innovants, mais les plus tolérants. Il était né à Herstal en 1894. Dans une ville où la fabrication mécanique n'était pas une industrie mais une tradition. Son père travaillait à l'usine FN. Sève y entra comme apprenti, passa au bureau d'études et, à la trentaine, dirigeait des équipes de développement. Il traversa 2 conflits mondiaux sans quitter la Belgique. Il vit des armées s'élever et s'effondrer sur des questions de logistique et non de bravoure.
Il comprit que les systèmes échouaient non pas à cause de défauts de conception, mais parce qu'ils ne supportaient pas les variations de munitions, d'entretien, de formation ou de climat. En 1950, la guerre froide avait transformé l'acquisition de matériel en un théâtre géopolitique. L'OTAN se formait. Les nations membres avaient besoin d'un standard commun. Les États-Unis poussaient pour le T-44, futur M14. La Grande-Bretagne voulait le EM2 Bullpup. La Belgique, petite nation dotée d'une grande industrie manufacturière, devait rester pertinente. La survie de la FN dépendait de l'obtention de contrats internationaux. SAEV fut chargé de concevoir un modèle adoptable sur tous les continents, par des pays qui ne s'accorderaient jamais sur les doctrines, les standards d'entraînement ou les programmes de maintenance. La pression n'était pas créative, elle était existentielle. Si la FN ne parvenait pas à obtenir l'adoption par l'OTAN, l'usine de Herstal, qui employait des milliers de personnes, perdrait son principal marché d'exportation. SAEV ne concevait pas seulement un outil, mais une bouée de sauvetage économique pour sa ville natale. Il savait que le matériel devait fonctionner dans des conditions imprévisibles, pour des utilisateurs qu'il ne rencontrerait jamais sous des doctrines encore non écrites. Il revint aux principes fondamentaux. De quoi toutes les armées avaient-elles besoin? De fiabilité. Que nécessitait la fiabilité? Une tolérance aux variations. Qu'est-ce qui permettait cette tolérance? L'ajustabilité mécanique. Le régulateur de gaz n'était pas une demande des planificateurs militaires. C'était la solution de SAEV à un problème qu'ils ne comprenaient pas encore. On ne peut pas standardiser les personnels, les munitions ou les conditions. Alors, on standardise la capacité d'ajustement. Au début de 1953, le prototype était prêt. Le système de gaz était à course courte, actionné par un piston mais non relié directement au porte-culasse. Le verrouillage se faisait par un mécanisme basculant et non par des tenons rotatifs. Le collier de gaz permettait un réglage sur le terrain sans outils. SAEV soumit les plans aux évaluateurs de l'OTAN. Il savait que le modèle était techniquement solide, mais il savait aussi que le mérite technique dictait rarement les résultats politiques. L'influence américaine au sein de l'OTAN était écrasante. La Belgique n'était qu'une note de bas de page. Le matériel allait devoir faire ses preuves non seulement lors d'essais, mais dans chaque climat, chaque contexte et chaque situation simultanément. Il ne devait pas survivre à une épreuve, mais à 100. Le FN FAL fonctionne via un système de piston à gaz à course courte avec un mécanisme de culasse basculante. Lorsqu'une cartouche est utilisée, les gaz en expansion poussent le projectile dans le canon. Un petit orifice percé dans la paroi du canon dévie une partie de ces gaz vers un cylindre situé au-dessus. À l'intérieur, un piston est propulsé violemment vers l'arrière, mais sur une distance réduite, environ 1 centimètre. Le piston frappe un porte-culasse, lui transférant l'énergie cinétique, puis s'arrête. Le support continue sa course vers l'arrière par inertie, entraînant la culasse avec lui. Pendant que la culasse recule, une surface de came usinée dans le support force la culasse à s'incliner vers le bas, se déverrouillant de l'extension du canon. L'étui usagé est extrait et éjecté par une ouverture sur le côté droit. Un ressort de rappel, comprimé pendant le recul, repousse ensuite l'ensemble vers l'avant. Le support récupère une nouvelle cartouche dans le réservoir et l'insère dans la chambre. La culasse revient en position verrouillée. Le cycle se répète, limité seulement par la réserve de munitions ou l'usure mécanique. Ce cycle n'était pas inédit. Des systèmes à gaz à culasse basculante existaient déjà. Ce qui rendait le FAL unique, c'était le régulateur intégré au système de gaz. Un collier rotatif près de l'évent pouvait être ajusté manuellement sur plusieurs positions, généralement numérotées de 1 à 8. Chaque position contrôlait la quantité de gaz entrant dans le cylindre du piston. Plus de gaz signifiait plus de force pour l'action, assurant le fonctionnement par grand froid ou avec des munitions sous-chargées. Moins de gaz réduisait le recul et l'usure, prolongeant la durée de vie dans des conditions idéales.
Cette capacité de réglage permettait au dispositif de fonctionner de manière fiable, qu'il soit utilisé dans le froid arctique, la chaleur du désert, avec des surplus militaires ou des munitions de précision. Il pouvait fonctionner après des milliers de cycles sans nettoyage ou immédiatement après avoir été immergé dans l'eau. Le régulateur était l'incarnation de la tolérance mécanique. Au lieu d'exiger des conditions parfaites, le matériel s'adaptait aux imperfections. Les évaluateurs de l'OTAN ne saisirent pas immédiatement l'importance de ce détail. Lors des essais de 1953, les officiers de l'armement américain mirent en doute la nécessité d'un réglage sur le terrain. Leur doctrine privilégiait des munitions constantes et un entretien régulier. Pourquoi concevoir pour l'inconstance? Les évaluateurs britanniques préféraient les architectures compactes. Les observateurs français voulaient des équipements capables de lancer des projectiles spécifiques de manière fiable. Chaque nation arrivait avec des priorités et des hypothèses différentes sur le fonctionnement idéal. Le modèle de Save fut testé aux côtés du T-44 américain, du EM-2 britannique et d'autres conceptions. L'OTAN cherchait une réponse unique. Mais la question changeait sans cesse. Certains tests mettaient l'accent sur la précision à distance. D'autres mesuraient l'endurance lors d'utilisation soutenue. Certains privilégiaient la facilité de production. D'autres se concentraient sur l'interchangeabilité des pièces entre fabricants. Le FAL ne dominait aucune catégorie spécifique, mais il se montrait acceptable dans toutes. Le régulateur de gaz lui permettait d'être reconfiguré entre les épreuves, s'adaptant à chaque nouvelle exigence sans refonte fondamentale. La résistance ne vint pas d'un échec technique, mais d'une inertie institutionnelle. Les officiels américains ne voyaient aucune raison d'adopter un modèle belge, alors que la production domestique était déjà établie. Les ingénieurs britanniques défendaient leurs propres innovations. Les plus petites nations de l'OTAN manquaient de poids politique pour défier les grandes puissances. Saev comprit que pour gagner l'adoption, il fallait plus que de la compétence en ingénierie. Il fallait prouver que l'adaptabilité elle-même était un avantage stratégique. Pensez-vous que ce choix de conception était inévitable ou un pari risqué à l'époque? Partagez votre avis en commentaire et transmettez cette histoire à quelqu'un qui aime comprendre le fonctionnement réel des choses. À l'automne 1953, la FN envoya des prototypes sur divers sites d'évaluation à travers l'Europe. Un lot partit pour la Norvège, où les températures descendaient régulièrement sous zéro. Un autre fut envoyé en Afrique du Nord, où le sable s'infiltrait dans chaque mécanisme. Un troisième resta au centre d'essai de Herstal pour subir des tests d'endurance, mesurant la longévité des pièces. Chaque environnement révéla des faiblesses que les tests en atelier n'avaient pas prédites. Les essais norvégiens mirent en lumière un problème avec le ressort de rappel. Par froid extrême, l'acier du ressort se contractait légèrement, réduisant la tension. Le porte-culasse se déplaçait plus lentement lors de la fermeture, échouant parfois à insérer complètement la cartouche. Sèvres reçut le rapport en décembre. Il ne modifia pas le ressort. Au lieu de cela, il demanda au testeur de régler le régulateur de gaz sur une position plus élevée, augmentant le flux de gaz pour compenser la perte de force du ressort. Le système fonctionna normalement. Le régulateur avait résolu un problème pour lequel il n'avait pas été explicitement conçu. En Afrique du Nord, l'accumulation de sable causa un souci différent. De fines particules entraient dans le cylindre de gaz, abrasant les surfaces du piston et du support. Après plusieurs milliers de cycles, l'usure excessive affectait la fiabilité. Sève examina les rapports de métallurgie. Il imposa un processus de chromage dur pour l'intérieur du piston et du cylindre de gaz. Cette modification augmentait le coût mais prolongeait la durée de vie dans des conditions hostiles. Les ingénieurs de production de la FN arguèrent que le chromage compliquerait la fabrication. Sève répliqua que des défaillances sur le terrain détruiraient la crédibilité à l'exportation. Le chromage fut mis en place. À Herstal, des tests d'endurance mesurèrent la vie du canon. La cartouche 7,62-51 mm générait une pression de chambre et une usure importante.
Après 10 000 tirs sur un seul exemplaire, les ingénieurs mesurèrent l'érosion du tube et vérifièrent les tolérances de verrouillage. Le canon s'était légèrement dilaté près de la chambre. Saev l'avait anticipé. Le canon était conçu pour être remplacé sur le terrain avec des outils de base. Aucun équipement spécialisé n'était requis. L'extension du canon, qui abritait les surfaces de verrouillage de la culasse basculante, faisait partie intégrante de l'ensemble du canon. Lorsqu'un canon était usé, toute l'unité était remplacée. Cela permettait au personnel de maintenir leur matériel sans passer par des arsenaux centraux. Chaque modification fut documentée, mesurée et testée à nouveau. Les évaluateurs de l'OTAN observaient ces itérations avec scepticisme. Ils voyaient ces révisions constantes comme la preuve d'une conception inaboutie. Saev voyait les choses autrement. Le projet n'était pas inachevé, il était réactif. Chaque test révélait non pas un défaut, mais une condition nécessitant une adaptation. Le régulateur de gaz, les surfaces chromées et le canon remplaçable n'étaient pas des corrections de fortune. Ils illustraient une philosophie. Les systèmes doivent s'adapter à la réalité et non exiger des conditions idéalisées. Début 1954, les prototypes révisés fonctionnaient de manière fiable dans tous les environnements de test. L'OTAN n'avait toujours pas pris de décision finale. Les négociations politiques se poursuivaient. Mais l'AFN avait prouvé quelque chose de plus précieux que la supériorité technique. Le FAL pouvait être fabriqué sous licence par plusieurs nations, adapté aux capacités de production locales et configuré pour différentes doctrines, tout en conservant une compatibilité fonctionnelle. Ce n'était plus seulement un outil, c'était une plateforme. Le moment décisif ne survint pas lors d'un essai officiel de l'OTAN, mais lors d'un incident qui ne fut jamais consigné officiellement. Au printemps 1954, un lot de munitions 7,62,51 mm de fabrication belge s'avéra sous-chargé. Les pressions en chambre étaient inférieures de 15% au standard. Ce lot avait été distribué sur plusieurs sites de test avant la découverte du défaut. Les ingénieurs de Herstal s'attendaient à des pannes. Des systèmes optimisés pour une pression standard auraient probablement manqué d'énergie pour extraire les étuis ou charger de nouvelles cartouches. Les rapports arrivèrent de Norvège. Les prototypes FAL y avaient continué à fonctionner normalement. Les testeurs avaient remarqué une éjection plus faible et avaient ajusté les régulateurs de gaz sur des positions plus fortes, compensant ainsi la charge de poudre réduite. Les mécanismes fonctionnèrent parfaitement avec les munitions défectueuses. Lorsque des munitions standards furent de nouveau distribuées, les testeurs remirent les régulateurs sur les réglages d'origine. Aucune rupture mécanique ne fut constatée. Aucune pièce ne fut changée. Le matériel avait absorbé la variation sans dommage. Cet incident cristallisa ce que Saev avait compris dès le départ. La fiabilité ne consistait pas à empêcher la variation, mais à la tolérer. La qualité des munitions variait. Les cycles d'entretien variaient. Les conditions environnementales variaient. La formation variait. Un système exigeant une constance absolue dans tous ces facteurs échouerait dès qu'un seul s'écarterait de la norme. Un système capable de s'adapter à l'écart fonctionnerait là où la constance est impossible. Les évaluateurs de l'OTAN ne saisirent pas immédiatement ce principe. Ils voyaient le régulateur de gaz comme une contrainte de formation supplémentaire, une chose de plus à apprendre pour les utilisateurs. Saev soutenait le contraire, le régulateur simplifiait les besoins. Un utilisateur n'avait pas besoin de savoir pourquoi le mécanisme peinait, mais seulement qu'il peinait. Ajuster le régulateur était intuitif. Si l'éjection ne se fait pas, augmentez le gaz. Si le recul est trop fort, diminuez-le. La logique mécanique était transparente. Au milieu de 1954, le paysage politique bascula. Les États-Unis adoptèrent le M14, sécurisant leur production nationale. La Grande-Bretagne suivit à contre-cœur la standardisation OTAN, abandonnant le EM2. Les plus petites nations européennes firent un choix, adopter des modèles américains et accepter une dépendance, ou prendre une licence pour le FAL et conserver leur souveraineté industrielle. La Belgique, le Canada, l'Australie
et finalement plus de 90 autres nations choisirent le FAL. Elles ne le choisirent pas pour une statistique unique, mais pour le contrôle qu'il offrait. Le régulateur de gaz symbolisait ce contrôle, une reconnaissance mécanique que les conditions locales importaient plus que les spécifications universelles. SEV n'a jamais prétendu que le FAL était le meilleur modèle jamais conçu. Il affirmait qu'il était le plus honnête. Il ne prétendait pas que des conditions idéales existaient. Il n'exigeait pas la perfection des personnels, des munitions ou de la logistique. Il fonctionnait avec ce qui était disponible. Ce faisant, il redéfinit la fiabilité opérationnelle, non pas une performance parfaite dans des conditions idéales, mais une performance acceptable dans toutes les conditions. Le régulateur de gaz, ce simple collier rotatif, était l'incarnation mécanique de cette philosophie. Il transformait un système fixe en un système adaptatif. Il permettait une reconfiguration sans démontage, un ajustement sans outils, un réglage sans expertise. Ce n'était pas le composant le plus sophistiqué de la conception, mais c'était celui qui expliquait tout le reste. À la fin de sa production dans les années 1980, plus de 2 millions d'unités du FN FAL avaient été fabriquées. Il servit dans plus de 90 nations sur 6 continents. Le modèle fut licencié à la Grande-Bretagne sous le nom de L1A1. Il fut produit au Canada, en Australie, au Brésil, en Afrique du Sud et en Israël. Chaque nation l'adapta à ses besoins, canons raccourcis pour les troupes aéroportées, boîtiers renforcés pour les climats rudes, organes de visée modifiés pour diverses doctrines. Mais le régulateur de gaz resta inchangé. Il fut la constante d'une conception définie par la variation. L'influence du FAL s'étendit bien au-delà de sa carrière active. Il démontra que la fiabilité pouvait être conçue par la tolérance mécanique plutôt que par la seule précision. Les systèmes ultérieurs, particulièrement ceux destinés à l'exportation ou aux coalitions, intégrèrent des capacités d'ajustement similaires. L'idée qu'un matériel doive fonctionner à travers diverses doctrines, et non une seule, devint un standard de conception. Les fabricants commencèrent à demander non plus quelle est la configuration optimale, mais quelle gamme de configurations ce système doit-il supporter. SEV ne vécut pas assez longtemps pour voir le FAL quitter la plupart des arsenaux. Il s'éteignit en 1970, alors que le matériel était encore le standard sur 4 continents. Mais l'atelier de Herstal, où il se tenait en 1953 en réglant manuellement le flux de gaz, avait compris une vérité qu'il faudrait des décennies pour formuler. Les meilleurs systèmes ne sont pas ceux qui brillent dans l'idéal, mais ceux qui assurent l'essentiel en toutes circonstances. Le régulateur de gaz ne fut jamais célébré dans les chroniques militaires. Il ne gagna pas de bataille à lui seul. Il ne révolutionna pas les tactiques. Mais il permit au FAL de fonctionner là où des conceptions plus sophistiquées échouaient, car la sophistication suppose souvent des conditions que la réalité ne fournit pas. Le régulateur était une concession à l'imperfection, et dans cette concession résidait une forme de sagesse. Il reconnaissait que les personnels n'auraient pas toujours des munitions parfaites, que l'entretien serait parfois négligé, que les climats varieraient et que la formation serait inégale. Il intégrait le pardon au cœur du mécanisme. Rétrospectivement, le régulateur de gaz représentait un changement majeur dans la philosophie de l'ingénierie du milieu du XXe siècle. Les concepteurs commençaient à comprendre que les systèmes destinés à un déploiement mondial ne pouvaient présumer d'une uniformité locale. La même leçon s'appliqua à l'aviation, aux véhicules, à l'énergie et aux réseaux de communication. L'adaptabilité devint une exigence, pas un luxe. Le FAL incarna ce changement avant même que les mots pour le décrire n'existent. Lorsque Saïve fit pivoter ce collier dans l'atelier de Herstal en 1953, il n'ajoutait pas une fonctionnalité. Il encodait un principe. Le monde est variable, et les systèmes qui ignorent ce fait échoueront au moment le plus critique. Le FN FAL fonctionnait non pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il était honnête sur ce que l'imperfection exigeait. Et cette honnêteté, logée dans un simple mécanisme rotatif, lui permit de servir plus longtemps
et dans plus d'endroits que n'importe lequel de ses concurrents. Le régulateur de gaz n'était pas la réponse à un problème unique. C'était la réponse à la question que Saïve passa toute sa carrière à affiner. Comment concevoir pour un monde que l'on ne peut pas prédire? Si vous appréciez les récits calmes et authentiques sur la manière dont l'ingénierie a façonné le monde, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et dites-nous depuis quel pays vous nous regardez.